permet que tous les concitoyens sont connectés. Parce que la culture numérique, c'est un sujet important. Donc c'est moins présent. On a mené plusieurs expériences, effectivement. On travaille beaucoup sur la participation citoyenne au niveau des maires de France. On a un vice-président qui est en charge de tout ça, justement pour développer une meilleure participation. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut en fait les concitoyens qui s'intéressent un peu trop parfois à la chose publique, donc il faut les réintéresser. Donc peut-être que demain, on va capter plus les jeunes avec ce type de dispositif. Et c'est vrai que dans les communes rurales, dès que vous avez une commune qui fait moins de 500 habitants, moins de 1000 habitants, il y a une proximité qui est quand même trop forte entre les élus locaux et les habitants, donc c'est moins flagrant. Je ne suis pas certain d'ailleurs, donc je dis qu'il faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est une bonne chose, parce que pour le coup, je suis plutôt on est là pour en discuter. Mais je ne suis pas certain que dans un petit village, les habitants apprécieraient qu'on les consultants numériques, alors que la mairie, elle est à je pense que c'est plutôt sur des sujets qui seraient peut-être structurants, qui viendraient peut-être en complément d'une réunion publique, par exemple. C'est plutôt un outil supplémentaire à la consultation publique lorsqu'il y a un projet. Tout à fait. Alors, je vais directement vous passer la parole, parce que vous avez, vous, franchi le pas en mettant en place une plateforme numérique, participative. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est dans cette dynamique-là que vous inscrivez? Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, nous sommes sur une strate un peu supérieure, puisque nous sommes quasiment à 7000 habitants. Et effectivement, on a les difficultés, nous, de pouvoir consulter, de pouvoir rencontrer l'ensemble de notre population. Et l'objectif premier, effectivement, c'est de créer le lien social. Le lien social que vous pouvez créer dans les petites villes, dans les petits villages, dans les petits villages ruraux. Effectivement, on a beaucoup de difficultés, nous, à le créer, même si cette envie est là. Et sur la période qui est la nôtre aujourd'hui avec la Covid, c'est aussi une aide considérable pour pouvoir aller à la rencontre de nous. Effectivement, on a franchi le pas il y a quelques temps, on a déjà depuis moins d'un an, on a fait 5 consultations, 2 grosses consultations avec une création d'une halle de marché qui a duré pendant un mois, où là on a pu avoir des gens qui sont venus à notre rencontre par ce biais-là. Donc on a fait une réunion publique, mais au-delà de la réunion publique, ça nous a permis de faire du vote, ça nous a permis d'avoir des votes, d'avoir des prises de position, nous de revoir notre copie ici derrière, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de faire la pédagogie, c'est d'être consultatif, et c'est de pouvoir avoir ce lien social qui est important pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qui nous permet. Là où on a peut-être des difficultés, où on a réussi, puisque effectivement cette fracture numérique peut exister même dans les villes un peu plus grandes, donc nous avons embauché un conseil numérique qui nous permet également de pouvoir faire le lien entre les uns et les autres, donc d'avoir une position complètement hybride entre la consultation normale, réunion publique, et cet outil qui est quand même considérable pour nous, parce qu'on n'aurait pas été chercher ces votes, on n'aurait pas pu le permettre avec les réunions publiques. François, je rebondis sur la question de la fracture numérique. Vous, qui observez le numérique depuis le commencement, est-ce que la fracture numérique, c'est effectivement un truc de petite commune ou c'est plus général? C'est tout à fait général. On va le retrouver aussi bien dans les métropoles et de façon assez criante dans certains cas. C'est pas la même. C'est-à-dire que si on regarde les enquêtes qui ont pu être faites, notamment la grosse enquête Capuni il y a 2 ans là-dessus, on voyait que les difficultés sociales numériques ne sont absolument pas les mêmes dans des zones enclavées géographiquement et dans des zones où l'enclavement est plutôt social. C'est-à-dire les gens qui sont enclavés géographiquement mais qui sont très socialisés, ça se passe assez bien pour eux. Donc ils vont être mis en difficulté peut-être professionnelle ou d'accès à des services, etc. par le fait qu'il n'y a pas de couverture, mais potentiellement ils vont trouver des voisins, des amis, des proches, etc. qui vont les dépanner, les aider quand ils ont quelque chose à faire. Alors quand on est dans un enclavement social, y compris dans des zones denses, là c'est absolument terrible, et puis il se trouve que on va avoir des difficultés sociales qui vont aller jusqu'à des difficultés de citoyenneté. Donc pour moi l'enjeu il est vraiment là, et il est en fait de se dire à quels endroits est-ce que le numérique va plutôt renforcer ou affaiblir par exemple le lien social, les capacités à s'exprimer, etc. Et moi je pense qu'il y a plusieurs scénarios, plusieurs cas de figure dans lesquels, y compris dans les villages, il y a des choses à faire. Ouais. Oui, c'est un article il y a quelques jours où effectivement les services publics sont dématérialisés, digitalisés, et parfois effectivement au dépens des services
physique et présentielle. Une partie de la population y trouve son compte, simplifie généralement les démarches administratives et les autres se trouvent complètement déshérités. Moi j'ai pour l'habitude de dire que, puisque pour la DMRF, je m'occupe de toutes les questions numériques, dont les questions de l'inclusion numérique, j'ai pour l'habitude de dire que dans l'inclusion numérique, il ne faut pas exclure ceux qui veulent utiliser le numérique. Oui. C'est fondamental. Aujourd'hui, on a des familles, par exemple, je prends souvent cet exemple, on a des familles qui n'ont pas le temps, parce qu'elles travaillent, de venir à la mairie, parce que dans les communes, la mairie n'est pas ouverte, de façon avec une amplitude horaire importante, et qui veulent le soir quand ils rentrent réserver la cantine, donc ça veut dire qu'on a aussi, et c'est l'action que je mène depuis 10 ans au sein des maires ruraux de France, c'est d'accompagner et d'amener les communes à avoir un site internet, à mettre des services, parce qu'il y a cette demande-là. Ça, c'est ceux qui sont aujourd'hui utilisateurs et qui veulent l'utiliser. Donc on n'a pas, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a les autres qui sont exclus. Et l'avantage, c'est justement d'avoir des conseillers numériques qui ont été mis en place. Après, on peut débattre sur la façon dont ça se met en place. C'est pas simple, surtout pour les communes rurales. Mais pour autant, c'est un vrai cheminement pour accompagner, pour ramener les concitoyens au numérique. Après, on ne va pas exclure les petites communes, mais moi, j'ai mené une expérience en tant que vice-président d'une intercommunalité pour choisir le nom des habitants de l'intercommunalité. Et donc, pour faire ça, on a fait une consultation publique, numérique. Et c'est comme ça qu'on a choisi le nom des habitants de l'intercommunalité. Donc, on l'a fait parce que là, on va toucher 20 000 habitants. Donc, il y a 33 communes. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Plus la masse de population est importante, que ce soit géographique ou en termes de nombre de population, démographique, c'est plus facile de les toucher grâce au numérique. Donc on peut faire du collaboratif. Et c'est pour ça que vous avez raison, tout dépend de ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, et je crois que c'est le mix qui fonctionne entre les deux, puisqu'on ouvre toutes les possibilités pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent participer. Et vous aviez fait le mix là, justement pour la votation? Non, alors pour le coup, c'était une expérience que je voulais, parce que je m'intéresse à ces sujets et j'adore les expérimentations. Et donc j'ai voulu faire l'expérimentation sans consultation autre que par le numérique. Ça n'a pas été probant. Objectivement, on n'a pas eu beaucoup de retours, mais pour autant, ça lance. Enfin, c'est ce on se disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a une habitude à mener. Peut-être que dans les années à venir, ça va se développer et on va inciter les habitants à participer un peu plus. Et c'est important pour remettre l'habitant dans la démocratie de son village. Enfin, voilà, il y a une exclusion pour le coup, pas que numérique. Il y a aussi de l'intérêt public et l'intérêt des villages. Et ça peut-être attirer les jeunes populations. Il y a une étude qui vient de sortir là, sur le sujet qui est très intéressante pour ça. On parlait tout à l'heure de fracture sociale. Il y a une fracture sociale due à la classe sociale, on va le dire comme ça, mais également due à l'âge. Je suis concerné, je suis sur le bassin d'Arcachon, où la moyenne d'âge due au prix du foncier est telle qu'on a une population qui est relativement âgée et on se retrouve confronté à cette fracture numérique là pour le coup, et où là on doit faire œuvre de pédagogie beaucoup plus importante, mais c'est également, ça nous permet de faire du lien social parce que d'aller vers cette population qui est plus ou moins isolée, qui s'isole naturellement avec l'âge, ça nous permet justement par une consultation, ce type de consultation, ils ne sortiraient pas le soir pour de X raisons, et ça nous permet de les remettre dans l'ambiance, de recréer ce lien social qui est quelque chose d'essentiel dans nos fonctions respectives. Exactement. J'avais hier un sénateur et un maire de l'Hérault qui nous disaient, eux, un autre phénomène aussi. Ils disaient que le département gagne 15 000 habitants en moyenne par an, mais de populations en fait, qui viennent s'installer dans la périphérie des métropoles, notamment Montpellier, et finalement n'ont pas de lien avec leur commune. Ils disaient que là, le numérique pouvait être aussi une façon de toucher. C'est un peu ce que je disais précédemment. Est-ce que ces gens qui vont à la mairie, on a dans la participation ce qu'on appelle le syndrome TLM, toujours les mêmes, ceux qui vont aux réunions publiques. Je pense que là aussi, c'est un peu la même chose, probablement. Oui, c'est un des scénarios que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, première chose, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, les géographes qui se demandent depuis des années si le numérique aménage ou déménage le territoire, disent en fait le numérique a des effets de métropolisation, a des effets assez compliqués pour les villes moyennes, et au fond des effets assez positifs pour les petites communes qui du coup bénéficient d'un surcroît de services.
qui n'auraient pas autrement. Donc, et potentiellement, y compris pour des publics seniors qui ont parfois des mobilités compliquées, ça veut dire éviter d'avoir à se déplacer loin pour faire des choses qu'on peut faire en proximité. Donc ça c'est un aspect et quand effectivement on tire un petit peu ce fil-là, on se rend compte que une partie des bons ateliers pour intégrer les seniors au numérique peuvent être des ateliers entre pairs et entre seniors. Parce qu'il y a aujourd'hui des geeks seniors. Hein, il faut quand même être aussi attentif à ça. Puis l'autre chose, effectivement, et c'est la question de dire à quel moment il y a un rebond entre ce qui se passe côté numérique et ce qui se passe dans la vie réelle. Moi, je vois tout un ensemble de configurations dans lesquelles le numérique sert à ça, sert à un rebond, à une augmentation. Si je remonte à mes premières expériences de Civic Tech, avant que ça s'appelle Civic Tech, alors le canal historique, hein, j'en donne deux. Alors la première c'est 1984. C'était à l'époque la mairie de Gennevilliers, un conseiller de quartier avait souhaité consulter les habitants d'un quartier 3F, d'un ensemble 3F, donc social, autour de l'aménagement de la rue à côté où il y avait eu un accident. Et il avait fait une consultation hybride. Moi, j'avais monté l'aspect Minitel avec une tente au milieu de l'ensemble et un micro-serveur qui tournait sur place. Et la moitié des gens avaient voté par Minitel depuis chez eux, alors qu'ils avaient qu'à descendre, et la moitié était venue mettre la petite enveloppe dedans, parce que tout le monde avait un Minitel chez soi, hein, tout simplement. Et ça, c'était tout à fait passionnant. Pourquoi c'était intéressant d'avoir ça et pourquoi ça reste intéressant à l'échelle de proximité? Parce que tout simplement, les gens pouvaient faire des réponses qui n'arrangeaient pas la ville. Notamment, il se trouve que les habitants avaient choisi la solution la plus chère, celle qui nécessitait voilà, une chicane au lieu juste de nécessiter des ralentisseurs, donc c'était beaucoup plus emmerdant. Et la mairie n'était pas très contente du résultat, mais en fait les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Et dans certaines consultations, c'est ça qui va se passer. Et l'autre en gros, l'historique de la période où Nord-Pas-de-Calais avait lancé à partir de 2004 des projets autour de ce que le numérique peut amener à la démocratie locale, c'était la Trébassie, c'était la consultation qui était faite à l'échelle d'une agglo autour de l'implantation d'éoliennes et où en fait on n'avait pas les mêmes en ligne et dans des salles de réunion, etc. Et il y avait une nécessité d'avoir la diversité des habitants qui s'expriment là-dessus, avec des scénarios qui auraient pu être clivants, qui se déroulaient, tout ça. Et je pense que dans des cas comme ça, on a effectivement des gens qui ne viennent que par le canal numérique, des gens qui ne viennent que par le canal physique et des gens à qui le canal numérique est bien utile pour comprendre les enjeux de ce qui va se passer dans la réunion à laquelle ils vont et où il y a beaucoup de complexité sur la table. Absolument. Moi, je pense que si on se prive d'un canal, on se prive du public. La difficulté, par contre, ce qu'on observe, c'est de faire fonctionner les deux canaux ensemble. Quand je vous ai posé la question tout à l'heure de la votation, on a eu le cas, nous, sur un peu la même chose au moment de la fusion des régions, où la région Occitanie nous a confié l'organisation du vote entre les 5 noms qui étaient proposés aux habitants. Et ils nous ont demandé comment vous allez sécuriser et la fraude et l'unicité, nanana. On a eu plein de réponses et ensuite ils nous ont dit mais les gens vont aussi pouvoir voter avec des bulletins physiques et des masques fracture numérique. Et là on leur dit mais comment on va croiser les données? Et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont diffusé dans toute la presse de la région des bulletins à découper dans les journaux pour pouvoir voter. Et on ne pouvait pas, vous n'avez pas collecté les bonnes données permettant de croiser les fichiers. Donc c'est le point de vigilance, mais à part celui-là, effectivement, ça me semble évident de mettre les deux dispositifs ensemble et de pair. J'aimerais sur un autre sujet, soit si vous vouliez réagir. Le gros avantage du numérique également, on parlait de consultation, le gros avantage numérique, c'est que, c'est effectivement pas les mêmes personnes qui vont participer, et c'est surtout la possibilité de pouvoir mettre sur la table tout ce qu'on n'oserait peut-être pas forcément mettre lors d'une réunion publique. Et la richesse pour nous élus, c'est de pouvoir avoir le maximum d'informations, le maximum de propositions. De chaque proposition, de chaque information, il en ressortira toujours quelque chose. Même si ce n'est pas dans la globalité, on mettra sa pierre à l'édifice et il reste toujours quelque chose. Donc c'est aussi l'avantage d'avoir les deux versions et de pouvoir avoir cette version numérique qui permet aux gens de se lâcher, de pouvoir être complètement utopique, mais qui nous permet d'enrichir nos débats. Alors ça, c'est vraiment intéressant. J'étais hier dans une réunion d'un parti politique
qui me disait que ouais, mais finalement, laisser participer les gens alors qu'ils connaissent rien au sujet, qu'ils connaissent rien au fonctionnement des institutions, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord les sensibiliser, les informer, etc. Vous partagez cette idée qu'il faut mettre des filtres à la participation? Non, effectivement, excusez-moi, c'est juste, oui, alors je n'imagine même pas le parti politique que c'est, et je ne veux pas l'imaginer. Non, quand je fais une participation, juste un exemple, et quand je fais une participation, je vais refaire tout mon front de littoral, hein, et donc je vais demander aux gens de participer, mais je ne donne aucun détail, parce qu'effectivement, autrement on fausse l'information, on fausse la consultation. Si on commence, parce que là, en fin de compte, on éduque, c'est-à-dire on formate carrément les gens, et après on les consulte. C'est pas comme ça que je conçois une consultation pour la consultation et qu'elle soit libre. On commence par une vraie consultation, et après, effectivement, on peut en discuter, mais on ne le fait pas dans l'autre sens. Mais il faut comprendre que c'est une vraie transformation où on remet la démocratie. C'est-à-dire que beaucoup d'élus ne sont pas forcément favorables parce que justement, on a laissé libre cours à l'utopie, tout ça, ça peut avoir des complexités. On a un de nos adhérents qui est Yvan Lubraneski, qui est le maire, qui est le président des maires ruraux du 91, l'Essonne, qui lui a monté son programme électoral pour les municipales avant le premier mandat. Il a écrit un bouquin là-dessus, justement sur la base d'une consultation publique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la population de sa commune qui a fait son programme. Donc, il a été jusqu'au bout du raisonnement. Donc, c'est chez nous, au sein des maires ruraux de France, il s'occupe de toute cette question sur la démocratie. Et c'est intéressant comme expérience, parce que pour le coup, généralement, c'est le maire qui arrive avec son équipe municipale, il a ses idées à lui, il les propose, et en fait, les concitoyens adhèrent ou adhèrent pas. Et là, il a inversé le processus, et donc, c'est malin, puisqu'en plus de ça, vous allez voter ce sur quoi vous avez travaillé. Donc ça a deux vocations, parce que l'idée, elle est derrière, elle n'est pas que, entre guillemets, politique au sens noble du terme, elle était aussi de faire comprendre comment fonctionnent les institutions, et notamment au niveau de l'échelle de la commune, à tous les concitoyens. Et c'est pour ça aussi que dans le débat de la suppression de la taxe d'habitation, ça a été un vrai sujet, au-delà de la dotation, c'est que c'était un des moyens extrêmement concrets sur le fait que le concitoyen dans sa commune participait au financement de sa commune. C'est-à-dire que, et d'un point de vue politique, c'est une erreur. Alors peut-être d'un point de vue économique, au niveau national, ce n'est pas une, mais d'un point de vue politique, au niveau communal, c'était une erreur stratégique. Bon, maintenant c'est comme ça, etc. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin de reconquérir, et ça c'est important, l'implication ou l'intérêt à tous nos habitants, y compris dans nos communes rurales où on a un flux de métropole, de gens de la métropole, enfin moi je suis à côté de Paris, qui viennent habiter dans nos campagnes. Et au-delà de la résidence secondaire, il faut qu'ils s'impliquent aussi dans la vie du village parce que ils en font partie, même s'ils en font partie que le week-end. Et donc le processus inversé, on leur dit en gros, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant il faut que les élus acceptent que parfois il peut y avoir une idée sur laquelle ils n'avaient pas envie d'y aller. À la limite qu'ils n'y aient pas pensé, c'est pas grave, ça peut être une bonne idée, mais envie d'y aller. Et ça, c'est un cheminement intellectuel qui est quand même un peu compliqué. Tendance à distinguer le cap du chemin. C'est-à-dire que pour rassurer souvent les élus, ce que je leur dis, c'est que certains me disent « ouais, je voudrais bien faire du participatif, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais, et vous le savez tous, dans ma commune, j'ai un tel qui milite pour ça depuis longtemps, etc. » Moi, ma position consiste toujours à leur dire soyez sincères sur l'endroit où vous voulez aller, sur le fait que vous ne voulez pas changer de cap, mais ce que vous voulez, c'est sécuriser le chemin. Est-ce que ça, c'est des choses qui font écho pour vous ou est-ce que vous pensez finalement, j'entends que vous seriez peut-être même prêt à aller parfois plus loin, ou ce maire qui fait le programme dans l'autre sens? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Oui, mais il faut, alors peut-être pas forcément aller dans cet excès-là, parce qu'en fin de compte, c'est c'est pas ce que je veux dire, mais vous le disiez justement, c'est politicien quoi, c'est là pour le coup, c'est-à-dire vous m'élisez, mais vous faites votre programme et vous m'élisez sur votre programme. Mais là où il faut aller, c'est vraiment que la population puisse avancer ses idées.
Et je pense que sincèrement, on va remettre de la démocratie par ce biais-là. Oui. Et c'est utile aujourd'hui. On voit le désintérêt qu'ont les gens envers la politique, c'est redorer le blason de la politique, et je crois qu'on en a fortement besoin, et c'est un moyen qui nous aide énormément. En adhérant, moi j'ai demandé également à ce que les gens participent, c'est-à-dire se mobilisent, les gens fassent œuvre donc nous on fait œuvre de pédagogie parce que c'est utile, et en l'inverse, eux on leur demande une participation bénévole dans la vie de la collectivité, et c'est par là qu'on y arrive. On n'y arriverait pas en demandant dans un journal venez participer. Donc on fait de la pédagogie par le numérique, et en échange on leur demande du bénévolat pour nous aider à accompagner la collectivité. Je voudrais vous interroger sur une dernière chose, parce que je sais que vous devez partir à 11h pour une remise de prix en mettant un peu les pieds dans le plat. On a commencé en disant oui, les gens sont-ils capables de maîtriser le numérique, les filements, etc. Est-ce que les collectivités elles-mêmes ont les compétences pour utiliser des plateformes numériques? Alors, oui et non. Je pense qu'il y a une vraie évolution. Moi, j'avais, dans mon précédent mandat, y compris chez les maires ruraux de France, j'avais dit c'est le mandat du numérique, mais du côté commune, du côté non pas citoyen, etc. Je pense qu'on a franchi la première marche et on va franchir la deuxième marche maintenant. Et pourquoi je dis ça? Parce que, pour le coup, dans les communes rurales, vous savez, il y a le couple secrétaire de mairie et maire. Et encore une fois, j'ai pour habitude de dire, imaginons ces 10 dernières années, dites si vous êtes d'accord, l'effort, la formation, l'apprentissage, la transformation qu'ont fait les secrétaires de mairie dans nos communes pour s'adapter aux évolutions quelles qu'elles soient, que ce soit la dématérialisation, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, elles sont là pour accompagner l'élu, c'est le rôle. Il y a il aussi dans la fonction. Donc je pense que il y a encore une étape à franchir, mais je pense que ça peut se faire. C'est le mandat où ça peut se faire, accompagné par une secrétaire de mairie. On a maintenant de plus en plus des élus dans nos conseils municipaux qui connaissent le sujet, qui savent utiliser. On est vraiment dans ce mandat-là, dans celui où ça va être possible, plus que ça n'était dans le précédent. Oui, moi, le sentiment que j'ai, c'est que, en fait, quand on pose la question est-ce que les citoyens sont capables, c'est vrai à toutes les échelles. C'est-à-dire, moi, je vois aussi bien des élus et des décideurs de grandes métropoles qui me disent je suis en plein désarroi sur tel et tel sujet. Parce qu'au fond, aujourd'hui, il y a une technicité à la fois de la chose publique, à la fois du numérique, à la fois des sujets environnementaux, etc. Pour être conseiller municipal de n'importe quelle commune et quelle que soit l'échelle, il faut déjà maîtriser un nombre de sujets techniques, un nombre de sujets juridiques, économiques, etc. Et là-dessus se rajoutent les technologies. C'est extrêmement compliqué d'être maître d'ouvrage, c'est extrêmement compliqué d'être employeur quand on est une commune, etc. Et c'est vrai à toutes les échelles. Quand on va du côté du numérique pour le coup, moi j'ai l'habitude de dire c'est pas les gens qui sont trop éloignés, c'est le numérique qui est trop éloigné. Au fond, c'est à lui de se rapprocher. Et c'est vrai pour un petit peu tout. On a un effort à faire, bien sûr, de capacitation des gens. Moi, récemment, je me suis retrouvé à animer ou à être tiers garant de débats sur des sujets numériques, que ce soit sur la 5G, que ce soit en ce moment une conférence de consensus sur les data et les citoyens, etc., qui sont des sujets très intéressants. Et à chaque fois, la marche à monter, elle est haute pour tout le monde. Ce qui veut dire que le travail de mise en capacité, le travail de pédagogie, il est nécessaire aujourd'hui parce que ce dont nous souffrons tous, c'est d'un sentiment de déprise et de ne pas comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'exceptions. C'est vrai des parents d'élèves n'importe où, c'est vrai des citadins, c'est vrai des ruraux. Et donc, à un moment, s'il y a un des rôles dont le numérique devrait être l'auxiliaire plutôt que le contraire, c'est l'information, la connaissance, la pédagogie, y compris sous des formes matérialisées, même si initialement elles sont numériques. Mais je pense qu'il y a un énorme travail de capacitation citoyenne. Si on fait de la consultation sans capacitation, sur certains sujets, on manipule et on piège les gens. N'hésitez pas. Désolé, mais juste. N'oubliez pas de laisser merci pour l'invitation. On va vous suivre jusqu'au bout. Merci, je suis vraiment désolé. On va continuer quelques minutes si vous voulez bien. Arès, est-ce que merci beaucoup. Quand vous avez
proposé, vous équipez d'une plateforme numérique. Est-ce que vous avez des gens qui ont dit oulala, mais est-ce qu'on va y arriver ou... Oui, il y a toujours une crainte. Effectivement, tout ce qui est nouveau fait peur et tout, au moins on y va, mais doucement parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le résultat. Mais comme nous, on a fait de l'hybride au départ, et donc là, on pouvait se lâcher totalement. On dit on risque rien, on risque capter simplement de nouvelles personnes, on risque capter de nouvelles idées. Donc il n'y a aucune crainte à aller. Effectivement, comme je disais, on a dû l'accompagner parce qu'on ne peut pas le faire si on n'accompagne pas et si on ne fait pas un peu de pédagogie en la matière et si on n'avait pas embauché ou on va embaucher un conseiller numérique, on aurait quand même quelques difficultés. Donc c'est un outil qui nous permet de rencontrer le plus grand nombre. Donc non, voilà, pas de crainte majeure, des inquiétudes, oui. Légitime. C'est votre premier mandat? C'est mon premier mandat en tant que maire. J'ai été élu 19 ans. D'accord. À Arès. Arès, oui, tout à fait. Et la question du numérique avant vous, elle avait été abordée? Non, du tout. C'est une volonté parce que mais on le disait tout à l'heure, justement parce que j'ai dans mes équipes des gens qui sont propices et qui ont envie d'aller dans ce domaine. Et donc, voilà, je les accompagne bien volontiers, ou ils m'accompagnent, on ne sait plus dans quel sens, mais au moins, non, c'est nouveau pour la population, mais je pense qu'on ne peut pas en parler de dématérialisation tout à l'heure, et la dématérialisation nous impose de toute façon à y aller, donc autant y aller complètement et faire participer la population. Et globalement, moi je trouve quand même que vous êtes peu aidé, peu accompagné sur les sujets. Sur ces sujets effectivement de numérique. D'ailleurs, on l'a annoncé à l'occasion du Salon des maires de France, et on en parlait tout à l'heure, la plateforme Purpose qu'on a créée, où on a signé un partenariat avec la Banque des Territoires pour offrir donc, aux collectivités qui sont membres du programme Petite Ville de demain un accès gratuit à ces outils. Mais on l'a fait parce qu'on constate qu'il n'y a d'offre nulle part pour aider dans l'acquisition des outils, des compétences, que ce soit dans les associations, dans les partis politiques, les réseaux numériques. Enfin, je ne sais pas à la fin, je connais peut-être pas tout, mais ou une collectivité qui veut y aller, comment elle fait? C'est effectivement le paradoxe, mais comme on est tellement entouré de paradoxes, on nous demande d'y aller complètement, et par contre on ne nous aide pas parce qu'on le disait, mais on ne nous aide pas élus en tant que formation également, et de nous inciter à y aller parce qu'on sait qu'on va devoir y aller, quoi qu'il arrive, on va devoir y aller si on veut s'ouvrir au monde, sinon on peut effectivement rester enfermé dans nos collectivités, mais si on veut s'ouvrir au monde, c'est l'outil qui va nous permettre d'y aller, donc autant être accompagné, mais si c'était que là où on n'était pas accompagné, ça se saurait. Oui, malheureusement. Par exemple, la question des compétences, elle est quand même très compliquée parce que, d'une part, moi je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait dégonfler pour rassurer les gens et se dire qu'une énorme partie des compétences numériques qui sont mobilisées depuis au cours des 30 dernières années sont autodidactes. C'est-à-dire que la plupart des gens, y compris des professionnels numériques, les 2/3 de ce qu'ils font, ils ne l'ont jamais appris à l'école, dans des cycles de formation, dans leurs études supérieures, etc. C'est incroyable à dire, mais la plupart, y compris des professionnels numériques, sont autodidactes. Deuxième chose, on découvre progressivement que dans une collectivité, dans une association, dans une entreprise, les gens qui sont les plus bas dans la hiérarchie ont souvent des compétences numériques méconnues, et ça s'est beaucoup révélé en 2020, parce que c'était eux qui étaient capables de dépanner les autres, et parfois on avait des personnels de catégorie C, etc., qui avaient des compétences fortes. On se retrouve, on constate, on sait aujourd'hui que par exemple les postiers, il y a une quantité, je ne sais plus le nom, mais il est énorme de postiers qui sont compétents en programmation Python. Qui est juste absolument prévu juste des facteurs en bas de l'échelle de la pyramide. Et donc, il y a beaucoup de vraies surprises là-dessus. Et puis, à certains moments, on constate que se former ou accompagner les gens au numérique, c'est accompagner vers des systèmes dysfonctionnels. C'est-à-dire que plutôt que de ramer en disant comment je vais faire pour user pour que ça marche, il vaudrait mieux dans la conception, baisser la complexité. Si je regarde les aventures de la NTS et des cartes grises, etc., qui ont été quand même un enfer collectif, ou de ce que vivent tout un ensemble de gens qui utilisent des démarches en ligne. Et donc, à certains moments,
dire aux gens, c'est pas vous qui êtes loin. Une fois encore, hein, c'est les services numériques qui pourraient être plus proches de vous. Je pense que il faudrait arriver à rassurer les gens, parce que moi j'entends de plus en plus de gens, et encore plus quand ils sont loin des grandes villes, qui disent « je suis obsolète, ce monde m'échappe ». Et ça, c'est toxique. Et pour les rassurer, le meilleur moyen, c'est de les rendre acteurs. Absolument. Et on les rend acteurs, et donc on les rassure, et donc ils vont participer, ils vont maîtriser davantage l'outil, ou du moins, même s'ils le maîtrisent, avoir conscience et qu'ils le maîtrisent. Voilà. Et en fin de compte, c'est ce qu'on fait par le cap collectif, c'est ce qu'on fait par des moyens de ce type-là, qui vont les mettre acteurs. Et quoi de mieux que de mettre quelqu'un d'acteur pour le rassurer, pour le permettre de maîtriser, quoi, tout simplement. Ouais, absolument. Nous, c'est vraiment le message qu'on porte aussi. C'est aussi le sens de cette animation qu'on fait, et aussi de rassurer, rendre les élus eux-mêmes acteurs de ces dynamiques. Beaucoup ont des appréhensions. Là encore, je comprends les légitimes de maîtrise, de s'exposer au risque en allant sur ces démarches. Et je pense que notre démocratie est dans un état tel que ça vaut le coup de prendre ce risque. Mais j'ai l'impression qu'il y a un aspect qu'on vient de se dire qui est, au fond, comme moi, avoir confiance en soi parce qu'on peut être acteur, etc. Il y a un autre aspect de la confiance, et pour lequel il faut avoir des cadres, y compris techniques, qui soient fiables, etc. Et des cadres institutionnels qui le permettent. C'est à propos, si on me consulte, est-ce qu'on va m'écouter? Et je pense que la crédibilité d'ensemble, si on veut avoir la confiance, c'est ne pas poser des questions auxquelles on n'a pas l'intention de répondre, par exemple. Le gros avantage, c'est effectivement, une fois qu'ils sont acteurs, la nécessité que l'on a, la nécessité impérieuse que l'on a derrière, c'est de pouvoir rendre compte. C'est qu'une fois qu'ils ont participé, il faut qu'ils aient le sentiment d'avoir été écoutés. Alors pas que le sentiment, il faut qu'ils soient écoutés, mais il faut qu'eux aient le sentiment d'avoir été écoutés. Et à ce moment-là, on pourra continuer ce type de démarche. Si on se loupe, excusez-moi l'expression, mais si on se loupe la première, c'est pas la peine d'aller plus loin, parce qu'effectivement, on a loupé la première, on les a pas écoutés, ou on a fait semblant de les écouter, mais ils ont ce sentiment-là, c'est plus la peine d'y aller, parce qu'effectivement, on a dégoûté. Il faut être conscient de ça dès la première démarche, où on va se dire oui, on va les écouter, mais on va leur faire comprendre qu'on les a vraiment écoutés. Et à partir de là, je pense qu'on peut lancer un processus qui sera bénéfique à tout le monde. Oui, absolument. Enfin, le problème étant effectivement que, alors, l'effet de bord, le côté positif, la participation s'est beaucoup développée, mais malheureusement, certains instrumentalisent le truc en faisant un argument de marketing politique, en disant je vais vous consulter, et la consultation devient la finalité d'elle-même. Je vous ai consulté. Ben non, la finalité de la consultation, c'est d'améliorer la décision politique et restaurer la confiance. Et malheureusement, ceux qui procèdent de cette manière-là font beaucoup de mal. Parce que ça décrédibilise effectivement et ce type de consultation, si je peux me permettre, on a l'impression, parce que par les réseaux dits sociaux, j'aime bien le dit sociaux parce qu'ils ne sont pas sociaux du tout, par les réseaux dits sociaux, on a l'impression que les gens ont l'impression de pouvoir participer, alors que c'est pas vrai du tout, parce qu'effectivement, là pour le coup, élus que nous sommes, sincèrement, on ne regarde pas, on n'écoute pas, et on ne veut surtout pas écouter, parce que c'est un ramassis d'aigreurs qu'on va pouvoir lâcher sous forme d'anonymat. Donc il vaut mieux avoir une consultation maîtrisée par des professionnels en plus, et qui sont extérieurs à la collectivité, et c'est là qu'on va rendre service, et c'est là que l'on va donc. Il ne faut pas confondre entre le réseau dit social et la consultation organisée par des professionnels extérieurs à la collectivité, qui nous permettent d'avoir une vraie écoute et de pouvoir donner des réponses réelles. Vous voyez qu'on est sur une ligne de crête quand on va par là. Moi, je suis d'accord avec vous, mais c'est une posture qui peut être interprétée comme ce que disent les gens dans des espaces un petit peu ouverts, ça n'a aucune importance, il faut qu'ils viennent le dire sous notre égide. Donc comment est-ce qu'on fait pour déjouer ça? Moi, j'ai l'impression que un des points forts, c'est de dire faites attention au fait que dans des espaces où il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort. Autrement dit, c'est celui qui va être le plus polémique, celui qui va être le plus hystérique,
etc. Moi, je l'ai vu récemment alors, typiquement, c'était l'état dans lequel on est intervenu sur les discussions autour de la 5G, où, alors même que c'est un sujet technique, les gens se lançaient des noms d'oiseaux extrêmement violents, y compris des gens à des niveaux de responsabilité où on n'aurait pas attendu ça. Dans des réunions publiques dans des réunions publiques, dans des prises de parole médiatiques, des choses comme ça. Et en fait, de part et d'autre, on devait probablement entendre les 5% les plus virulents qui, au fond, ne voulaient pas le débat, avaient raison avant qu'on en discute. Et potentiellement, quand on rentre dans la complexité d'un sujet, on accepte le fait que l'individu peut être pour ceci en tant que sur tel aspect et contre cela dans tel autre aspect. Si je reprends l'exemple de la 5G en zone rurale, le fait que en tant que riverain, j'ai pas du tout envie d'être à côté de l'antenne, en tant qu'usager, j'ai quand même super envie d'avoir une bonne couverture. Donc je suis en contradiction avec moi-même, c'est notre cas à beaucoup et on a besoin d'en discuter. Et ça va être le cas, moi je l'ai vu 10 fois, le fait que si au lieu de poser une seule question, êtes-vous pour ou contre, on arrive à poser les 4 ou 5 questions qui environnent un sujet, je peux me dire que sur le plan économique, je suis pour ceci parce que ça fait de l'emploi, sur le plan personnel ou en tant que parent ou en tant que riverain ou en tant que contribuable, je peux être contre. Et que sur cette base-là, on peut organiser un débat. Dès qu'on est dans des espaces où on dit juste êtes-vous pour ou contre un sujet pas bien défini, c'est la loi du plus fort. Donc aménageons des espaces de confiance avec l'institution qui aident à donner la parole à des gens qui ne l'auraient pas ailleurs. Ouais. Je résumerai ça entre la polémique et le côté polémique et le côté de discussion, tout simplement. Ça, c'est vraiment une discussion. Et c'est pas rabâcher, parce que sur les réseaux, on va rabâcher toujours la même chose sans écouter l'autre. Là, avoir des professionnels qui nous encadrent, qui reposent les questions, qui reposent différemment les questions, c'est là qu'on peut voir émerger des choses réelles et crédibles. Absolument, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire dans la participation citoyenne, dans la plateforme Cap Collectif que vous avez. Vous avez 11 applications. S'il y en a 11, c'est qu'il y a des tonnes d'usages différents. Et nous, ce qu'on constate souvent, quand on se balade sur les plateformes de nos collectivités clientes, c'est qu'elles utilisent, selon nous, les applications à mauvais escient. Elles n'utilisent pas la bonne pour le bon usage et on va pas, il n'y a pas forcément cette ingénierie, cette approche qui vise, et c'est un élément aussi important chez nous, non pas à chercher à faire du consensus, mais à apprendre à gérer le dissensus. Comment est-ce qu'on arrive à faire, non pas à mettre tout le monde d'accord, mais à écouter la diversité des points de vue, à leur permettre de s'exprimer sans s'invectiver en fait. Il est là l'enjeu. Et c'est par cette maîtrise du questionnement, de l'organisation du participatif. Il n'y a pas d'outils sans méthode. Tous les gens qui utilisent bien vos outils, moi j'en connais quand même beaucoup, et ça veut dire qu'ils réfléchissent à la méthode, ils réfléchissent à une ingénierie. Peut-être ce qui va manquer parfois à des petites communes si elles ne sont pas accompagnées, c'est le fait d'avoir les ingénieries qui vont avec les outils. C'est le fait de se dire comment est-ce qu'on ne fait pas juste du presse-bouton et comment est-ce qu'on choisit, etc. C'est pour ça que c'est important qu'ils aient l'accès à des plateformes, sinon ils peuvent juste rien faire. Et parfois les plateformes vont les guider suffisamment pour que l'aspect méthodo soit léger. Dans ce cas-là, c'est vraiment tant mieux, et ça va être le cas général en réalité. Et il faut savoir que dès qu'on rentre sur des sujets complexes, sur des sujets polémiques, etc., il y a des cadres méthodologiques qui permettent de le faire, qui permettent de protéger des paroles plus discrètes que d'autres, qui permettent de protéger le fait de prendre la parole quand, sans que monsieur le maire sache et soit forcé de savoir que c'est moi et que ma subvention associative soit mal partie, etc. Je prends un exemple, on a fait une autre consultation sur l'agenda développement durable. Comment concevoir un dialogue, une discussion sur un sujet aussi complexe sans passer par ce type de réunion publique? On n'y arrivera pas. Réunion publique, il y a 3-4 personnes qui vont parler, on n'aura pas cet échange, parce que c'est la richesse.
Alors il faut qu'il soit maîtrisé, oui, l'outil soit maîtrisé, mais on n'a pas besoin de maîtriser le sujet pour pouvoir effectivement, parce qu'on a un cadre, parce qu'on a des gens qui savent poser les questions au moment où il faut les poser, qui savent rebondir, tout ça nous permet effectivement de pouvoir avancer sur des sujets relativement complexes, c'est une certitude. Absolument. Écoutez messieurs, 11h15, on est arrivé au bout de ce live. Merci à tous les deux. La communauté, j'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolé, je n'ai pas pu prendre les questions parce qu'ici, le réseau Wi-Fi est capricieux et que je n'arrive pas à suivre le live qui saute tout le temps. Mais je vous dis merci quand même et on va essayer de régler ce problème de Wi-Fi et on se retrouve donc à 11h30 avec Anas Kazib qui est candidat à la présidentielle. Et qui viendra, dans le cadre du Salon des maires de France, nous partager les difficultés d'un candidat pour obtenir des parrainages. Allez, à tout à l'heure. Merci à tous les deux. Merci. Merci.